Vous savez, quand on a fréquenté une institution pendant longtemps, et pour ma part, je n'en suis quand même pas encore au demi-siècle, mais il s'approche, on a le sentiment que on doit dénoncer certaines anomalies et peut-être et surtout proposer certaines améliorations. Voilà, je dirais, dans les très grandes lignes, ce qui résume l'intention de ce livre. Les anomalies sont nombreuses, mais pour prendre une, pour illustrer l'idée, nous avons coutume de considérer que sont magistrats, d'une manière indifférenciée, les procureurs et les juges. C'est le résultat d'une vision actuelle des choses, mais qui ne correspond pas à l'histoire. Le procureur était à l'origine l'avocat du roi, puis de la République, mais en tout cas de l'État. Et il apportait dans le débat judiciaire une opinion, une option, une orientation qui était tout naturellement celle de l'État. Et le juge, lui, totalement indépendant de tout, car il n'y a pas de justice sans complète indépendance du juge, arbitrait entre ce qui était une position publique que le parquet avait évoquée et ce qui était une position privée que l'avocat, de son côté, avait lui aussi exposée. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'entre juge et procureur, il y a deux missions, deux fidélités, deux appartenances distinctes, et que peut-être il faudrait restaurer une dualité des corps. Alors, que l'on ne prive pas les procureurs de la dignité de magistrat, mais si la magistrature n'est plus qu'une dignité, ça n'est pas très grave. Quand elle est un lieu de confusion, où le juge et le procureur, d'ailleurs parfois aux yeux de l'opinion, se confondent, ce sont les mêmes, ils viennent de la même école, ils se sont connus dans leur jeunesse, d'ailleurs le procureur d'aujourd'hui était le juge d'hier, et le procureur est encore le juge de demain. On est dans une situation où finalement l'accusation, naturellement partiale, qui a le droit de l'être, qui a presque la mission de l'être, se confond tout à coup avec ceux dont la neutralité est la principale vertu. Est-ce bien raisonnable? Soyons clairs, je pense que la justice idéale n'existe pas, que toute justice humaine se heurte à une incertitude, à la possibilité de l'erreur. Au fond, la justice a deux missions. La première, c'est la reconstitution du passé, ce qui ne se fait jamais sans incertitude. Même l'historien présente une vision de ce qu'a été le passé, mais tel autre de ses collègues en présentera une autre. Même si les faits majeurs restent les mêmes, la portée et la signification de ceux-ci changent. Et puis la deuxième mission de la justice, c'est de déterminer l'avenir. Que l'on parle du règlement d'une relation entre deux personnes en matière civile, par exemple, ou que l'on parle de la sanction d'une peine, c'est-à-dire de l'avenir que l'on va donner à un coupable. Et là encore, il est possible que dans une affaire de divorce, sans trop qu'on l'ait voulu, ou sans même qu'on l'ait voulu du tout d'ailleurs, on privilégie l'un des deux époux, et de la même façon, il est possible que celui qui est déclaré coupable, oublions un instant l'idée qu'il puisse ne pas l'être, admettons qu'il le soit, mais qu'il soit sanctionné soit d'une manière trop faible, soit d'une manière trop sévère. Autrement dit, il y a un aléa judiciaire, et il faut qu'il existe dans le système judiciaire une sorte de souplesse, de manière à ce que l'erreur, qui n'est pas toujours une erreur majeure, qui n'est pas ce qu'on appelle l'erreur judiciaire, c'est-à-dire la condamnation de l'innocent, mais une erreur d'appréciation parfois partielle, puisse être restaurée. Il y en a une quand même qui me paraît
anormal. C'est la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, elle est un résidu de la monarchie. Sous l'Ancien Régime, toute justice émanait du roi. Il n'y avait donc aucune contradiction à ce que le roi, juge suprême, rectifie la décision de tel ou tel de ses délégués et subordonnés. Nous ne sommes plus dans une telle situation. C'est la raison pour laquelle, si par exemple, vous avez une affaire où une femme battue depuis des décennies va assassiner, parce que le mot est le bon, l'homme qui la frappe depuis si longtemps. Eh bien, moi, je crois qu'il vaut mieux que le gouvernement, rétablissant un lien avec le parquet, dise au parquetier concerné, au procureur général concerné, il me semble que dans une affaire de ce type, il y aurait peut-être une occasion de revoir les conditions de la légitime défense qui, en réalité, dans l'état actuel du droit, dans une affaire très connue à laquelle, bien sûr, je fais allusion, n'était pas admissible. C'est moins choquant, ce dialogue entre un garde des Sceaux et un procureur général, que ne l'est l'intervention du chef de l'État qui rectifie une première fois la décision judiciaire, ce qui d'ailleurs, on l'a vu, n'a pas donné grand-chose, et qui la rectifie une seconde fois, ce qui me paraît être un résidu monarchique dont il faut se séparer. Je pense que c'est la qualité des hommes et des femmes qui rendent la justice qui est au cœur du problème. Les magistrats français sont des gens de haut niveau qui sont recrutés en fonction d'un concours difficile. Et l'ENM, alors l'ENM n'est pas une plus grande école que les autres, parce qu'à partir du moment où vous faites un concours difficile et où vous recrutez les meilleurs, ce serait quand même bien le diable que quand ils sortent de l'école, ils ne soient pas encore les meilleurs, alors qu'ils l'étaient déjà au moment où ils y sont entrés. Mais il y a, à mon avis, un correctif à apporter. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit sur la séparation du corps du parquet et du corps des juges. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu anormal à ce qu'une personne, aussi douée soit-elle, aussi intelligente soit-elle, ait à 26 ou 27 ans la mission de juger ses semblables. L'intelligence est quelque chose d'important pour le juge, mais l'expérience de la vie l'est tout autant. Et je pense que si nous avions un corps du parquet auquel on pourrait accéder très jeune, à 25 ans, comme on accède à peu près au même âge, 25-27 ans, au barreau, et qu'après 15 ans, 20 ans d'exercice, soit au parquet, soit au barreau, on ait repéré ceux qui pourraient avoir non seulement les qualités intellectuelles, mais aussi la sagesse, mais aussi la neutralité, mais aussi la capacité de distance à l'égard des choses, on aurait fait un grand pas. Vous voyez, pour moi, l'idée n'est pas de critiquer ce que sont les magistrats d'aujourd'hui pour lesquels j'ai une vraie considération. Et ce n'est pas un mot d'opportunité, mais de faire en sorte que l'impartialité, la distance, la neutralité ne puissent être une exigence qui appartienne qu'à des femmes et des hommes ayant atteint un certain âge de maturité. Au fond, avoir à 30 ans l'obligation de l'impartialité, l'interdiction de la passion, le fait que l'engagement soit banni comme s'il était une trahison, et il serait une trahison de la fonction de juger, je trouve que c'est faire à ces jeunes une sorte de sort épouvantable. Laissons-les atteindre l'âge où un tel choix est possible.